L'émission Coup de tête vous est proposée par la boutique Trinquant, située au 35 rue des Martyrs de Vingré à Saint-Étienne. Trinquant, le magasin des amoureux des verres, dédié au foot vintage et à la culture stéphanoise. Également visible sur trinquant.fr. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 34e journée, dernière journée de championnat de Ligue de Becté. Saint-Étienne recevait les Picards, les Amiénois et score sans appel 5-0 en faveur des Verts. Il y a 50 ans, il y avait nos Verts qui étaient en finale de Ligue des Champions face au Bayern. Une défaite injuste, dira-t-on. Mais une défaite, et autour de la table, ils étaient plutôt classe biberon il y a 50 ans. Salut à toi, Eric. J'avais un an, donc effectivement, pareil. 50 ans, jour pour jour, après la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ASS attend ce soir de connaître le nom de son adversaire en play-off de Ligue 2, donc autant vous dire que malheureusement, notre génération n'est vraiment pas gâtée. Bonsoir à toutes et à tous. Et bien sûr, Olivier, salut à toi, Olivier. Salut Marco, salut Eric, salut tout le monde. Ben oui, pas de scoop de notre côté, on pourra pas vous donner le nom de l'adversaire qui sera opposé au Vert vendredi soir, mais ça ne va pas nous empêcher de tirer le bilan de cette saison. Ouais, ça se joue effectivement en même temps que notre émission. Après, vous pouvez la réécouter le mercredi, mais vous connaîtrez effectivement l'adversaire des Verts pour ces playoffs. Ça sera ce vendredi soir. Donc dans l'émission, il y aura bien sûr des morceaux musicaux émanant de la région Picarde, évidemment. Il y aura bien sûr le résumé que je vais vous faire. On va avoir quelques questions au cours de cette rencontre. Et puis ce qu'il en va aussi de ces playoffs, comment on voit l'avenir pour nous. Il y aura une page ligérienne, et on clôturera l'émission avec agenda, coup de cœur et coup de tête. Bref, c'est parti pour 55 minutes d'émission, et on commence tout de suite par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. En avant-première de cette rencontre à Geoffroy Guichard ce samedi soir, il y avait un très bel hommage vers les Stéphanois qui ont donc disputé cette finale 76 à Glasgow. Très bel hommage, Eric, on était présents tous les deux. Tout à fait. C'était prenant quand même. Absolument, la fête. L'hommage que méritaient les anciens Verts, tous réunis dans le rond central. Le speaker a fait la présentation des équipes de manière originale, donc en présentant chacun des finalistes de Glasgow. Donc c'était très émouvant, et ils ont beaucoup apprécié l'hommage qui leur a été rendu par les supporters stéphanois et de manière globale par les nouveaux dirigeants. Et pour cette 34e journée de championnat, Geoffroy Guichard faisait le plein. Et pour cette rencontre, la donne était simple pour les Stéphanois. Ils devaient gagner et espérer une défaite du Mans en Corse pour récupérer la deuxième place et monter directement en Ligue 1. Philippe Montagnier réserve quand même quelques surprises dans son 11 de départ, avec les titularisations de Bernauer, le Cardinal et Gadet Bécou. Alors je vous fais la compo rapide. Maubbleu est effectivement à la place de Larsonneur dans les buts, Apia sur la droite, donc le Cardinal dans l'axe avec Bernauer, Hold à gauche, en milieu Kanté, Gadet Bécou et Boaquier, et devant Cardona, Dufus et Stassin. Ça commence plutôt bien pour la SSE qui ouvre le score sur une des premières intrusions. C'est lancé côté droit, c'est Cardona qui centre fort devant le but. Stassin se jette mais ne parvient pas à suffisamment dévier le ballon. Qu'importe, Dufus est là en embuscade au second poteau pour faire chavirer le chaudron à la 7e minute de jeu. Les Verts insistent à l'image de Boaquier qui tente sa chance de loin, mais c'est capté par le portier Picard, et c'est souvent de loin que les Verts tentent leur chance sur une frappe enroulée de Stassin. Sauvage se détend superbement à la 23e. Pendant ce temps, Le Mans ouvre le score à Bastia et garde son avance sur les Verts à la deuxième place. Sur quelques incursions, Amiens parvient à mettre en danger Saint-Étienne, qui tient pour le moment. Cardona à la balle du deuxième but, mais sa frappe est en angle fermé et sortie du pied par le portier amiénois.
à la 38e minute de jeu. Les Verts parviennent finalement à faire le break, un grand 1-2 entre Dufus et Stassin. Stassin rentre sur son pied droit, mais talonne intelligemment pour Dufus et dans son dos qui enroule sa frappe à ras de terre pour signer un doublé à la 40e minute de jeu. Dufus est proche du triplé, mais cette fois-ci, Sauvage est sur la trajectoire de la frappe juste avant la pause. À la pause, donc, la SSE mène contre Amiens, mais ce n'est pas suffisant pour récupérer la deuxième place, puisque Le Mans est également devant à ce moment-là. D'entrée de seconde mi-temps, ça combine bien entre Stassin et Cardona. Ce dernier se présente face à Sauvage et pique son ballon, mais ça passe juste à côté. À la 47e minute, Stassin se bat bien pour conserver un ballon dans la surface et servir Cardona encore en retrait qui frappe, mais ça passe juste à côté à la 55e minute de jeu. Coup dur pour la SSE avant l'heure de jeu. Dufus sort sur blessure. Il est remplacé par Davitashvili. Deuxième coup dur pour la SSE. C'est le Cardinal qui sort lui aussi sur blessure. Il est remplacé par Nadé à la 62e minute. Nguessan remplace quant à lui Cardona. Nguessan tente sa chance dans la minute qui suit, mais ça passe à côté. La SSE inscrit finalement le troisième but. C'est Stassin qui fait encore la différence avant de trouver dans le dos de la défense Davitashvili qui signe son retour par un but à la 69e minute de jeu. 3-0. Plus grand chose à se mettre sous la dent avec une ASSE dans la gestion, tandis qu'Amiens se procure quelques occasions en contre. Stassin est récompensé pour son match en venant inscrire le 4e but en solo avec un tir au premier poteau à la 84e minute de jeu. Amiens a rendu les armes et laisse d'énormes boulevards derrière. Davitashvili trouve Mouefek dans le dos de la défense qui inscrit le 5e but stéphanois, 5-0 à la 85e minute de jeu. Festival offensif, mais immense frustration au Chaudran. Et oui, puisqu'on apprend que le score n'a pas changé, voire même les Manceaux ont aggravé le score à la 91e minute de jeu. Et les Verts donc, terminent à cette 3e place. Voilà pour ce résumé. Comment l'as-tu vécu, toi, Olivier ? J'avais un œil de chaque côté, bien sûr, et je l'ai vécu d'abord avec une interrogation concernant le match des Verts, parce que par le passé, on n'a pas toujours réussi à concrétiser les quelques points qui nous manquaient. Voilà, les saisons précédentes, même contre des équipes qui s'apprêtaient à descendre, on n'avait pas réussi à faire le match. Donc c'était un peu ça le problème. Bon, l'idée c'est que je vous questionne un petit peu sur le match et sur les enjeux qui vont arriver. Déjà, je voulais vous demander ça. Qu'est-ce qui dans cette équipe des Verts a fait que ils ont pris le match par le bon bout pour venir à bout de cette équipe amiénoise. Bien sûr, cette équipe d'Amiens c'était pas le Bayern de Munich en face, on a bien compris, mais quand même au-delà de ça, comment les Verts ont fait pour prendre ce match par le bon bout? Je pense qu'on était plutôt clinique en première mi-temps. Moi, j'ai pas été particulièrement séduit par la première période des Verts. Les Amiénois ont joué leur va-tout, j'ai trouvé. Après, les défauts de cette équipe sont ressortis. C'est pas pour rien la plus mauvaise défense de Ligue 2. C'est pas pour rien aussi qu'on a vu une équipe déjà faible à la base, mais très rajeunie également. Et en revanche, en deuxième période, j'ai trouvé qu'après avoir été clinique par Dufus, a été quelque peu démobilisé. On a su en profiter. Et puis, on a fini à l'image du dernier but de Mouefek, un petit peu marqué comme à l'entraînement. Donc, il n'y a plus vraiment d'opposition, j'ai trouvé, en seconde période. Mais par contre, on a eu très peu le ballon. C'est la pire possession de balle, je crois que c'est 38%. Face à l'interne rouge, il y a quand même de quoi nous interpeller sur ce plan-là. Donc voilà, il n'y a pas eu vraiment de débat, j'ai trouvé, en seconde période. Un petit peu comme si c'était passé contre 3, mais de manière inverse. Et puis voilà, des débats plutôt équilibrés, je trouvais, en première et seconde. On a fait le boulot, ce qu'on attendait des Verts de toute façon. L'entrée de Davitashvili a fait le plus grand bien. On a retrouvé un Stassin très performant. Dufus, comme j'ai dit, a bien doublé en première mi-temps et comme tu l'as mentionné, aurait pu mettre un troisième but. Donc il n'y a rien à dire de cette équipe stéphanoise. On reviendra sur la composition tout à l'heure, c'est plus la défense qui m'a surprise. Mais en tout cas, les joueurs offensifs ont été au rendez-vous et le boulot a été fait. Et 5-0 de Manita, et c'est un peu particulier parce qu'on gagne 5-0 et puis on est tous sortis tristes du match étant donné la victoire du Mans à Bastia. Ce qui change par rapport au match précédent, c'est que les deux premiers buts stéphanois et pas mal de mouvements au cours de la première mi-temps
ont lieu en fin de compte sur les couloirs. Le premier but, c'est Apia qui lance Cardona sur le côté droit et ensuite qui centre. Et le deuxième but inscrit par Dufus, ça vient justement de ce dernier qui fait un grand 1-2, mais sur le côté gauche, quoi. Moi, c'est ce que je trouve qu'il y a une différence par rapport au précédent match à Rodez, où on avait vraiment du mal à faire la différence sur les côtés. Il y a juste Apia de temps en temps qui tentait, bon, même si c'était un peu brouillon, mais s'il y avait que lui qui tentait. Là, moi, les 2 premiers buts inscrits par les Verts, ça m'a fait plaisir parce que ça venait des côtés. C'est vrai que c'est bizarre de laisser la possession à cette équipe d'Amiens. Est-ce que vous pensez que c'était assumé, c'était une stratégie ou pas vraiment J'en suis pas convaincu. Moi, j'étais plutôt surpris, je te dis. Les débats étaient assez équilibrés en première période. On a su trouver la faille, l'ouverture. Je crois qu'eux, ils ont cadré un seul tir sur leur trait. Je crois qu'ils en ont eu dans la partie. Donc voilà, on n'avait pas été inquiété du tout outre mesure. Et puis, on y a cru à toute fin de match. Il y a en 87e minute, Marco. Alors oui, il y a ça, on y reviendra. En bas à droite du club. Marco, tu penses que c'est vrai qu'on avait un milieu de terrain qu'on n'a pratiquement jamais vu. C'était le milieu de terrain bis, celui des remplaçants qu'on avait sur le terrain finalement. Ça s'est senti. Vendredi, est-ce que c'est dû à ça qu'on a laissé le ballon à Amiens ? Ouais, peut-être, mais effectivement, Gadet Bécou, tu avais parlé de ses limites en novembre, je crois, et là, on a vu vraiment ses limites à Gadet Bécou. Il avait vraiment eu du mal. Et c'est normal, en même temps. Ouais, mais... C'est pas tous les gamins qui, à 18 ans, 19 ans, peuvent faire comme certains, comme Pedro. C'est plutôt rare. Après, Kanté, il a ratissé quand même pas mal de ballons au cours de la première mi-temps. Il était plutôt pas mal, notre jeune Kanté. Mais en création, c'était pas... Si, à Boaké de temps en temps. Mais c'était pas extraordinaire, loin de là. Le score est relativement flatteur, mais surtout, ça illustre la faiblesse défensive amiénoise. Parce que au cours du match... Amiens a eu des séquences qui ont posé des soucis à notre équipe stéphanoise. Ouais, alors tu le soulignes, on y revient tout de suite. 87e minute, il y a comme une clameur et même à la radio, tout le monde a dit que Bastia avait égalisé contre Le Mans, alors qu'en fait rien du tout. Ça a fait pchit. C'est quoi ce mouvement de foule ? Comment vous l'expliquez ? C'est très surprenant. Donc c'est venu en bas à droite du COP Sud. On était avec Marco. Donc les supporters sont mis à exulter. Et puis tout autour de moi, on me disait que Bastia avait égalisé. Donc on a beau vérifier sur les smartphones, mais c'était pas le cas. Donc moi j'ai pensé que Bastia avait marqué un but par exemple qui était refusé. Donc ce qui aurait pu expliquer la clameur dans le COP. Et puis après que ça soit retombé. Même les joueurs sur le terrain, David Achvili a été interrogé. Et puis Stassin aussi, qui pensait que Bastia avait égalisé contre Le Mans. Et puis finalement pas du tout. Un penalty, ouais. Et puis quand je regarde le résumé, effectivement il y a de Bastia Le Mans, il y a une séquence offensive de Bastiaise qui est litigieuse, effectivement. Il y aurait pu y avoir penalty. Et je me dis, tiens, ça a dû coïncider peut-être avec ce moment-là qu'on a connu dans les COP. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre, finalement. Ouais. C'était un pétard mouillé. Alors revenons justement au jeu et aux joueurs. Donc la gestion des hommes de Montagnier, comment vous l'avez vu? Parce qu'on rappelle quand même qu'au début du match, il y avait des incertains, le Cardinal, David Achvili. Donc en vue des barrages, pas forcément actés, mais est-ce que les hommes de l'effectif ont été bien gérés sur cette rencontre? C'est facile à dire après, bien sûr. Comment vous avez vu cette composition, vous? Le cas d'Avitashvili était bien géré, je trouvais, puisqu'il est rentré et puis il a fait le plus grand bien. Moi, j'étais surpris par la défense, l'absence de Nadé en particulier, qui avait joué jusqu'à présent tous les matchs. Il a préféré mettre Bernauer dans l'axe, et d'après le coach, c'était plus pour soigner la relance. D'après ce qu'il a dit, il préférait associer Bernauer et le Cardinal. Pedro aussi, faut pas oublier qu'il n'était pas dans le groupe. Donc on a vu Apia, et puis il était plutôt à son œuvre. Effectivement, il a l'origine du premier but. Et puis bon, Effek, il dit qu'il ne peut pas jouer plus d'une demi-heure, donc il est rentré en fin de partie pour remplacer Gadek Bécou. Voilà, donc il y a des choix d'hommes particuliers, sachant que Maubleu, il faut le rappeler aussi, avait remplacé plutôt à son avantage d'ailleurs, parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire, mais bon, Larsonneur, notre capitaine habituel. Donc ouais, c'est plus l'absence de Nadé, moi, qui m'a surpris, franchement.
Ouais, moi aussi, j'étais surpris et j'étais surpris de la présence de le Cardinal. Qui s'est reblessé. Ouais, voilà, en deuxième mi-temps, on a vu lors d'une course qui boitait. Donc voilà, c'est peut-être regrettable. Après, l'avenir nous le dira. On en parlera la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Si c'était bien vu ou pas, moi je trouve que c'était un peu tôt pour aligner le Cardinal. Même à la mi-temps, il y a 2-0. Bon, le match n'est pas fini, mais évidemment, c'est toujours très facile de le dire après. Mais on aurait pu peut-être à ce moment-là le préserver parce qu'il est sorti blessé à nouveau et il n'y a plus que quelques jours avant le barrage contre le vainqueur entre la 5e et la 4e place. Alors au-delà de ça, on va essayer d'élargir un petit peu notre propos puisque fin en tout cas de la saison et des journées du championnat. C'était la dernière journée ce vendredi, ce samedi. Donc est-ce que vous avez des regrets? Et bien sûr, je pense que vous en avez, puisqu'on finit 3e à quelques encablures de la montée en Ligue 1. Quels sont les principaux regrets dans l'ordre quels sont vos plus gros regrets de la saison, en fait? D'avoir gardé Orneland aussi longtemps, en ce qui me concerne, puisque je pense que si Montagnier était venu avant, l'histoire du play-off ne se poserait pas. D'ailleurs, je signale que le Red Star a ouvert le score à l'instant contre Rodez, but de Cabral, donc 1-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Donc voilà, pour moi, c'est cette erreur principale. Et puis après, il y a beaucoup de regrets sur pas mal de rencontres. Il y en aurait tellement, je pense que on parle on peut même parler du match de Bastia, évidemment, le retour, mais même l'aller. On sait d'un match nul de but partout avec un penalty raté par Tardieu, ça coûte cher. Et puis le match de Boulogne, qu'on joue avec un coach qui est déjà sur le départ. Qui est surréaliste, le match de Boulogne. On perd à domicile, voilà. Je parle même pas du match d'Annecy, on s'est fait corriger 4-0, mais surtout le match de Boulogne à domicile pour moi, et puis la double confrontation avec Bastia. Ouais, et puis on n'a pas su faire la différence face au gros à chaque fois. On n'a jamais pris 6 points face aux 4 premiers. C'est ça, on a 3, on les bat là-bas, mais on prend une pilule chez nous. Le Mans, ils nous battent et on fait que match nul à domicile. Red Star, on perd là-bas. Rodez, on perd là-bas. Donc, il y a ça aussi. Moi, s'il y a un match, vraiment, où on perd, c'est le premier. C'est Laval. Je vais l'expliquer pourquoi. Normalement, on doit revenir avec plus de 3 buts d'écart là-bas. Et on revient avec un 3-3 qui fait énormément de mal, avec des erreurs d'arbitrage énormes, une gestion de l'effectif qui n'est pas dans l'entame de match, et ce but à la fin qui est plus qu'évitable. C'est pas normal de revenir qu'avec un seul point à Laval, et ces 2 points-là, s'il y avait 2 points, moi franchement c'est ce premier match face à Laval où on était mais largement supérieur. Voilà. Et il y a un autre match aussi, c'est celui de Reims, le déplacement à Reims, où on est en supériorité numérique et on flanche, et il y avait d'autres choses à faire. Et puis le match surréaliste, moi j'avais jamais connu ça, et pourtant ça fait longtemps que je vais à Geoffroy Guichard, de commencer un match sans coach, sans rien, sans directive, comme ça. Et celui-ci, par contre, lui, il fait très très mal, et ça vient pas des joueurs, ça vient pas de l'entraîneur puisqu'il n'y en avait pas, ça vient en fin de compte de ceux qui dirigent le club. Alors est-ce que mettre le second, comme ça se fait d'habitude, on est sûr que ça ait... on peut pas être sûr, mais en tout cas, ce jour-là... Parce qu'en fait, l'explication, c'est que Montagnier était en voyage très loin et qu'il n'a pas pu... C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont mis Laurent Huard, on a perdu le match. Oui. En transition. Oui. Mais bon, c'est le scénario qui était surréaliste d'avoir un coach sur le banc qui a pris vraiment la mise sur le groupe puisqu'il était sur le départ. Je suis d'accord avec vous. Et puis, il y a quelques émissions de ça, tu disais que tu aurais changé de gardien.
avec les prestations que Maubleu a proposées, tu aurais essayé de faire un électrochoc Depuis le match de Grenoble. en mettant Maubleu, en installant Maubleu comme titulaire. Ouais. Et parfois, c'est des petites choses comme ça qui peuvent changer la chose. Tu as raison. Et puis il y a un double effet. Tu peux argumenter. Il y a un double effet puisque c'est notre capitaine, Larsonneur, et tu laisses le brassard à le Cardinal, par exemple. Donc ça change quand même pas mal la donne, ce genre de choses. Et effectivement, il y a eu un moment, c'était donc ce déplacement à Grenoble où Larceau s'était blessé le match précédent et il aligne plutôt une belle prestation, Maubleu, et moi là-dessus, je l'aurais gardé jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention en fin de compte des points nécessaires pour la Ligue 1, parce que il se blesse, Larceau, et puis 6 jours après il revient. Avec ce genre de blessure, je trouve ça déjà relativement étrange. Moi, je l'aurais gardé. Et puis Larceau n'a pas fait une très belle saison et c'était le moyen, je pense, pour que Maubleu finisse dans les buts de cette équipe stéphanoise. La gestion du cas Arsenal va être très intéressante dans les jours à venir. Parce que je ne suis pas convaincu qu'il était écarté uniquement pour une soi-disant blessure. Peut-être ça a arrangé les choses. Je pense aussi. Mais c'est vrai qu'il maintenant... la blessure couve quand même aussi. Moi, je pense que c'est plus... Parce que chaque fois qu'il est revenu en fin de match, il avait des douleurs, il pouvait pas dégager, ou je suis pas sûr. Parce que au niveau du contrat, il en est où, Larsonneur? Il finit cette année. Hein. Non, c'est ça. C'est au mois de juin, là, son non? salaire sera triplé si on monte en Ligue 1, je vous rappelle. Oui. Donc, D'accord. Mais son contrat se termine cette année, tu te rappelles pas? On va vérifier tout ça. On va vérifier tout ça. De toute façon, c'est ce qui va alimenter la fin de saison. J'élargis encore un peu plus au niveau structurel. Et je vais résumer en une phrase la stratégie Kilmer. Vous me dites si vous êtes d'accord, et puis où est-ce que le bas blesse. Donc on part avec un nouvel investisseur et on a donc un recrutement hyper jeune sur des prospects, c'est-à-dire qu'on n'a pas un recrutement du tout pragmatique orienté Ligue 2, on a un recrutement avec des jeunes joueurs qu'on veut faire monter pour surtout pas faire des plus-values sur ces joueurs-là. On recrute un entraîneur qui va est d'accord avec ça, hein, parce que tous les entraîneurs sont pas d'accord avec ce schéma, hein, c'est-à-dire jouer pratiquement qu'avec des jeunes, à peu de choses près, et trouver une stratégie basée sur le pressing et sur le football total, et qui était censé réussir et nous amener des larges victoires sur des scores larges. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais sur le diagnostic de départ, je pense que vous êtes d'accord. Et là-dessus, où est-ce que le bas blesse dans cette façon de voir le football à Saint-Etienne de la part de Kilmer? Non, mais le diagnostic, il était déjà fait à la fin de saison de l'année dernière, hein, puisque il était pour moi inconcevable qu'on puisse descendre au niveau Ligue 2, puisqu'on avait les moyens de se renforcer et de changer, et voire de virer l'entraîneur. Tu gardes l'entraîneur jusqu'au bout, et en plus tu le reconduis. Donc tu te tires une balle dans le pied, et puis voilà, tu peux réécouter les émissions du mois de mai de l'année dernière. Hein. J'ai dit, on remontera jamais en Ligue 1 en reconduisant le Viking. Bah, voilà. Et tu continues à recruter par contre des jeunes joueurs. Il y a qu'en janvier où finalement il y a eu un peu de pragmatisme, c'est-à-dire que face à un peu le semi-échec du mois de janvier, on recrute des joueurs aguerris à la Ligue 2. Je pense à le Cardinal, Kanté qui connaissait la Ligue 2, un peu plus âgé. Sauf que le mal était fait. Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Ils ont été obligés de rétro-pédaler vu ce qui se passait. Donc, avec l'arrivée de Montagnier, qui a sûrement demandé certaines garanties, en particulier l'arrivée d'un joueur expérimenté comme le Cardinal. Après, quid de l'année prochaine? Alors, déjà, on ne sait pas dans quelle division on va jouer, mais est-ce que Montagnier va rester quoi qu'il arrive? Est-ce qu'ils vont pas remettre en place un entraîneur en répondant à leur fameux projet de jeu? Donc, j'espère pas. Hein. Avec un recrutement basé sur la data, on a vu où ça nous a mené. Donc, une descente en Ligue 2, et puis on vire Dalloglio pour mettre en place un entraîneur étranger
ses beaux préceptes. D'ailleurs, ceci dit, encore une fois, on répète qu'il n'a pas eu les hommes qu'il avait demandé non plus, donc il a dû composer avec ceux que Kilmer lui avait amenés. Orneland, on peut mettre ça, on a déjà parlé dans l'émission précédemment. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il veut mettre en place Kilmer l'année prochaine, si on monte en Ligue 1. Est-ce qu'on va continuer avec Montagnier? Alors, c'est juste pour le garder quelques mois et puis ensuite le virer et puis mettre un nouveau coach compatible avec les idées de Kilmer, je ne sais pas du tout. À moins qu'ils soient dans l'idée que Ligue 1 ou Ligue 2, pour eux, ça change rien. C'était leur discours l'année dernière. Ils n'allaient pas varier en fonction de rester en Ligue 1 ou Ligue 2. Ce qui nous fait comprendre qu'ils travaillent sur le temps long et qu'ils veulent construire brique par brique, petit à petit. Voilà. Peut-être. Après, ils commencent à être contestés quand même aussi, au niveau du public. Donc, c'est des comptes à rendre aussi. Je te dis, ils ont changé de fusil d'épaule. Ils ont été obligés, par rapport à leur fameux projet, que c'était un échec total. Et puis on parlera tout à l'heure des échecs successifs dans les autres strates du club également. Il n'y a pas que les pros, malheureusement, même si c'est la vitrine. Pour ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Arsenal, donc il a prolongé son contrat jusqu'en 2028. Ouais, donc il est encore là quelques temps. Peut-être, voilà. Je ne sais pas quelle est la vision de Kilmer. Juste, on a oublié de dire, c'est que contrairement à certains, toutes les années qu'on a vécues, il y a du pognon. C'est ça qui est un petit peu plus un peu rageant. Il y a la manne financière derrière ça pour construire. Contrairement au Mans qui est monté en Ligue 1. Moi, je vais revenir sur ce qu'Olivier disait. Moi, je trouve, et je l'ai dit lors de la première émission que l'on a faite début septembre, ça serait scandaleux que les Verts ne terminent pas premier de ce championnat de Ligue 2. On est à la dernière journée. C'est affligeant de voir qu'on n'est même pas deuxième et qu'on ne monte pas directement. Alors oui, effectivement, il y a toujours un espoir puisqu'on porte la couleur verte. Il y a ces playoffs, il y a peut-être les barrages donc face à cette Ligue 1, mais c'est une incompétence comme j'ai rarement vu. On a tiré à boulet rouge sur nos deux compères précédents, donc présidents, pendant des années, mais je pense que ça serait pas passé comme ça. Alors oui, on a du pognon, mais si c'est pour faire ce genre de prestations, et ça vient toujours d'en haut, quoi. Le président qui n'est jamais là a une lourde responsabilité depuis qu'ils sont arrivés. Et Casidis et famille, c'est infamant. Gazdis qui a envoyé un message aujourd'hui aux supporters, aux abonnés. Tu as dû recevoir aussi par mail. Tout à l'heure, on a reçu un mail en disant que voilà, on avait un rôle à jouer, on pouvait compter sur eux, en tout cas, qu'ils comptaient sur nous, à Geoffroy Guichard, vendredi pour le play-off. Et puis je parle de play-off, Rodez a égalisé au Red Star grâce à Ibrahima Baldé qui avait signé un doublé face à l'ASS. Donc un partout pour l'instant au bout d'une demi-heure de jeu. Ouais, mais en arrivé là, sous-estimer ce championnat de Ligue 2, on l'avait évoqué tout ça. Tout ça, ça date de l'année dernière. Et le jour où ils ont amené Orneland, moi j'ai dit au bout de 3 semaines, et vous pouvez vérifier dans les émissions, au bout de 3 semaines. Oui, de 3 semaines, 3 matchs sous l'ère Orneland, ça va se casser la gueule, et c'est évident. Alors oui, peut-être il n'y a pas les joueurs pour, et puis la data voit bien que ça a des limites, et surtout quand tu vois que depuis que le Cardinal il est arrivé avec notre nouvel entraîneur Montagnier, quelqu'un qui connaît le championnat français, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2, ça fait quand même la différence. Ils ont mis beaucoup d'argent sur des joueurs qui ont été des flops absolument incroyable, on en a parlé également. Et puis les deux latéraux surtout. Les latéraux, Anan, Stojkovic, Traoré. Après, il y a des très jeunes joueurs, c'est vrai que tu t'attends pas à ce qu'ils soient prêts tout de suite. Stojkovic. Mais les deux latéraux, ils étaient prêts. Normalement, c'était pour jouer titulaire. Stojkovic, il a 18 ans. La preuve, tu reconvertis Benol qui était ailier gauche, arrière gauche, et Pedro qui était repassé en l'axe, désormais joue à droite. Tu bricoles, ouais. Après, c'est lors du mercato précédent, encore une fois, qu'ils auraient dû rectifier le tir, ce qui nous aurait permis de nous sauver, parce que l'an passé, le championnat était très faible. Alors, il y a ça aussi. Alors, on dit, c'est pas grave, on descend, on va remonter très vite. Oui. Parce que le coach l'avait fait précédemment dans son championnat. Donc, on a vu le résultat, quoi. Mais le cas de Stojkovic, il illustre un petit peu, en fin de compte,
cette difficulté de mener ce projet Kilmer, parce que Dalloglio, il avait dit, mais Stojkovic, il n'a pas le niveau. Non, on est d'accord. Voilà, mais il n'a pas le tout le monde le niveau. savait, ça. Traoré non plus a pas le niveau, hein, aussi. Voilà. Ferreira, c'est un gros flop également. Miladinovic, c'était exactement pareil pour 3 millions. Je parlerais plutôt de Miladinovic, qui Voilà, est un peu plus âgé. pour Dalloglio, il n'était pas titulaire. Hein. Voilà, donc Dalloglio, ils l'ont mis sur le côté, mais il avait déjà tout vu, Dalloglio. Hein. Ils ont une énorme part de responsabilité et puis ils s'en tapent complètement. Parce que là, on n'est pas monté, mais si on reste en Ligue 2, vous nous voyez remonter l'année prochaine avec les clubs qui descendent. Nantes en particulier, qui nous rejoint en Ligue 2. Et puis avec des équipes comme Montpellier. Et Reims. Non, alors soit on monte directement cette année, et je le souhaite fortement, mais non, je ne sais pas comment ils vont se tirer de ce purgatoire. Parce que la Ligue 2, c'est un championnat compliqué. Ils vont remettre le paquet financièrement, mais si c'est pour recruter n'importe qui. Bah voilà. Plutôt que de prendre 3 joueurs vraiment ciblés, un joueur par ligne expérimenté qui nous permettent de remonter, bah non. S'ils restent sur leur projet. Ouais, je prends juste l'exemple de Troyes, c'est souvent que je dis ça, mais ils ont fait la même erreur que Saint-Etienne. C'était étrangement, c'est aussi un groupe étranger, un gros groupe qui a repris le club. Ils ont commencé avec justement que des jeunes, ça a été un gros flop, et ils se sont rendus compte que mettre des joueurs expérimentés qui connaissent le championnat à côté de ces jeunes joueurs, c'était aussi, ça faisait boule de neige et ça permettait à ces jeunes joueurs de se développer. On prenait l'exemple de Le Cardinal. Depuis que Le Cardinal est là, bizarrement, Kevin Pedro a explosé. En fait, c'est un alliage qu'il faut trouver, un mélange subtil pour que les jeunes aussi puissent émerger, mais en appui des gens expérimentés. Si tu les laisses, si tu mets que des jeunes, comme c'était le cas au début de la saison, c'est beaucoup plus difficile. Donc le calcul, il est pas bon. Le calcul de la part de Kilmer est pas bon, et j'espère qu'ils vont rectifier le tir rapidement. On parle de tous les joueurs côté à côté, aussi tous les membres du staff, hein, qui servent à quoi? C'est une véritable armée mexicaine à Saint-Etienne, on voit le résultat, quoi. Exactement. À l'américaine, après, ils sont nord-américains, le propriétaire, donc non, et puis un président qui est pas du tout là, quoi. Ça, c'est quand même un gros souci, il s'en tape complètement. Hein. Lui, comme tu dis, je pense que ça le dérange pas. Hein. En plus, les ultras, donc les deux groupes ultras, jusque-là, ils ont été mais plus que gentils. Hein. La première banderole, elle intervient au Mans cette année, hein, pointant en fin de compte les limites de cette gestion-là. Mais moi, je trouve qu'ils ont été très très gentils, les supporters stéphanois. Hein. Puis les blessures qui sont récurrentes, on mettait ça sur le compte d'Orneland, on s'aperçoit que finalement, avec Montagnier, il y a toujours autant de blessés. Hein. On a quasiment la moitié de l'équipe sur le flanc. Hein. Alors, il y a un argument qui quand même va un peu à l'encontre de tout ça, c'est monter en Ligue 1. Pourquoi faire, j'allais dire, si tu gardes cette façon de voir les choses, parce qu'on voit très bien que toutes les équipes qui montent pratiquement jouent les barrages derrière. Est-ce qu'il vaut pas mieux bien structurer le club à tous les étages, je veux dire? Dans 15 ans ouais, après, c'est vrai que je le dis souvent, le timing d'un dirigeant n'est pas celui du supporter, et on est bien, moi aussi je suis le premier à chaque match à dire putain, mais il faut qu'on gagne et qu'on accroche même un point, tu vois. Et eux, ils ont une vision peut-être plus globale et sur le plus long terme, et à la limite, si quand on remonte on finit 10e, ça leur donne raison. Je préfère qu'on monte quand on est prêt, peut-être, pour finir 10e, plutôt qu'on monte pour, encore une fois, être ric-rac, faire comme Auxerre cette année, tu vois. On sera les c'est une question. On sera les mais le club, quand on sera plus là, et on parlera toujours de la SSE. Et puis Tenenbaum, il sera plus là non plus, hein. Sinon on est ouais, alors après c'est un groupe, c'est pas peut-être pas lié à une seule personne. Bah, puis encore, c'est le manque de communication entre Tenenbaum et puis Yazidis, hein, quand Tenenbaum dit si on m'avait demandé des moyens, j'en aurais rajouté. Exactement. Même on voit ce qu'ils font avec les moyens financiers qui sont mis à leur disposition. Franchement, quand on voit comment travaillent les autres clubs qui n'ont pas d'argent du tout, et le travail formidable qu'ils font, et nous à côté de ça, franchement. Ouais. Bon allez, on va enchaîner avec une page altiligérienne parce qu'il y a des choses à dire. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire.
Allez, en Haute-Loire nationale, le Puy-Foot recevait au Stade Massot samedi. C'était samedi soir, hein, en même temps que les Verts, 1 heure avant. Et pour la première fois de la saison, le Puy-Foot n'avait plus rien à jouer. Ses espoirs d'accrocher le podium s'était effectivement envolé à Fleury une semaine auparavant, après une large défaite 4-0. En revanche, donc l'adversaire, le Dijon FCO, avait posé ses valises en Haute-Loire avec l'ambition d'acter sa montée en Ligue 2. Il délaissait donc son 3-5-2 habituel, notre coach Pono, afin d'évoluer avec 4 milieux et un seul attaquant. Adélaïde en tant qu'attaquant. Ce choix permettait au Ciel et Blanc de réaliser une bonne première période en s'octroyant la possession, mais ce n'était pas suffisant pour contenir le leader. Redoutablement efficace, Dijon ouvrait le score sur un coup de pied arrêté, repris par Diouf à la demi-heure de jeu, 1-0. Les locaux avaient eu une grosse opportunité à la 10e minute avec une frappe trop croisée de Fati, mais les joueurs de Stéphane Dieff auraient aussi pu égaliser avant la pause, mais Antoine Gauthier sur un face-à-face, puis Adélaïde de la tête buté sur Montfort, le gardien dijonnais. À la pause, Dijon était donc en tête et provisoirement champion de national, et au retour des vestiaires, les visiteurs haussaient encore un peu plus le ton, mais le Puy-Foot restait costaud dans le premier quart d'heure pour ne pas concéder le deuxième but, ce qui permettait au staff de jouer son va-tout avec 2 changements offensifs. C'est Rodriguez qui entre à la place d'Esmel pour retrouver 2 attaquants, tandis que Debold supplée Bouledja comme piston droit. Mais avant même de pouvoir goûter aux vertus de ces remplacements, les Velaves étaient punis sur une transition après un corner en leur faveur. Parti en contre, Barreto marquait un but sensationnel en piégeant Carvalho d'un lob de près de 40 mètres à la 64e minute de jeu. Donc 2-0 pour les Dijonnais. Les Ciels et Blancs ne pouvaient plus revenir dans cette partie, mais ils sauvaient l'honneur en fin de match grâce à Darnaud, un joueur formé au club qui avait fait son entrée quelques minutes auparavant à la 88e minute de jeu. De quoi sortir la tête haute avec des Merci Le Puy qui descendaient des tribunes de Massot. Avec cette défaite, le Puy-Foot est désormais certain de terminer cette saison à la 7e place. Il aura une toute dernière occasion de finir sur une bonne note et de mettre fin à une série de 5 matchs sans succès la semaine prochaine à Sochaux. Mais ça sera pas chose facile puisque les Lyonceaux, comme Dijon, ce samedi devraient en profiter pour fêter leur montée en Ligue 2 devant le public de Bonal. Voilà pour donc le résultat de National. En Régional 1, il y a eu des derbies alti-ligériens, notamment Blavozy et Espali, qui s'est terminé par un 0-0 entre l'USSL et Monistrol. C'est Monistrol qui l'emporte sur le terrain de l'USSL. 2-0 donc, et la réserve du Puy s'est inclinée 4-3 face à la réserve de Clermont Foot. En Régional 2, il y avait un derby altiligérien, c'est Brioude et Blavozy, la réserve de Blavozy. C'est la réserve de Blavozy qui l'a emporté sur le terrain de Brioude 1-0. Et Brive Sauveteur s'incline face au deuxième Andrézieux-Boutéon. Hein. Donc la réserve d'Andrézieux l'emporte sur le terrain non loin de la Loire. Voilà pour les résultats alti-ligériens. On enchaîne avec une page agenda avant d'écouter un deuxième titre musical. On enchaîne avec l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors une page agenda forcément particulière. Donc, vendredi à 20h30, la SS 3e recevra en play-off 2 le vainqueur du match entre ces deux poursuivants, le Red Star et Rodez, qui se disputent actuellement, toujours un but partout pour l'instant au Stade Bauer. Donc ils auront le double avantage d'avoir 3 jours de récupération et de jouer à domicile. Les Verts devront quand même se méfier quel que soit l'adversaire. Le Red Star et Rodez sont en effet les 2 meilleures équipes à l'extérieur de Ligue 2, avec 30 et 27 points pris hors de leur base. Et rappelons que le RAF, qui a récemment battu la SS, n'a perdu aucun de ses 20 derniers matchs de Ligue 2. Donc je ne sais pas si vous avez une préférence en ce qui vous concerne pour l'un ou l'autre des adversaires. C'est difficile de se prononcer entre Red Star et Rodez, qui a quand même un collectif bien huilé. Hein. C'est un petit peu un rouleau compresseur, cette équipe.
Le Red Star. Le Rodez plutôt. Rodez, moi, je pense. oui, moi aussi. Rodez, avec leur dynamique actuelle. Le Red Star, on les a déjà joués en barrage, il me semble, non? Non, c'était Rodez, on a joué. C'était Rodez, ouais. Enfin, en play-off. En play-off, ouais. Non, mais je préfère qu'on affronte le Red Star. Moi aussi. Parce que on a vu que c'est un peu la même chose que Le Mans, hein. Rodez, et ils sont sur une dynamique avec des jeunes joueurs et qui ont ils ont vraiment rien à perdre, alors que le Red Star, c'est une équipe qui est beaucoup plus dimensionnée pour faire ça, et je pense que même le jeu de Rodez aussi ne nous convient pas du tout, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on était complètement impuissant face à la stratégie mise en place par l'entraîneur ruténois, et donc je préfère largement le Red Star, même s'ils ont très bons joueurs. Je préfère le Red Star. Moi, je préfère Rodez. Parce que le match à Rodez, là où on a perdu 2-1, il est encore récent, il est dans les têtes des joueurs. Et je pense qu'il y a une revanche. Il y a une revanche à jouer à Geoffroy Guichard. Voilà, on s'est incliné là-bas. Maintenant, on va voir si c'est la même chose à Geoffroy Guichard. Et puis, ça nous avait souri il y a 2 ans. Donc, quitte à choisir, je préfère Rodez. C'est quand même un sacré avantage de bénéficier de repos supplémentaires par rapport à ces équipes-là qui jouent ce soir. Oui, et puis il y avoir des blessures aussi sur le match là, qui a lieu en même temps que l'émission. Donc, oui, c'est pas négligeable. Hein. Après, ce sont 2 équipes relativement costauds, hein, et qui ont perdu des points, on va dire. Rodez, c'est en début de championnat. Le Red Star, c'est en milieu de championnat, je crois bien. Mais effectivement, ils ont des bons joueurs, un bon gardien, un ruténois, des bons attaquants, les Rodez. Donc oui, c'est pas chose simple. Et puis on a nous nos faiblesses, hein. On n'a pas du tout la même dynamique. Alors, et surtout des blessés. Alors, donc on va pas refaire le débat, est-ce qu'il fallait les faire jouer, mais heureusement on a eu des bonnes nouvelles concernant vendredi avec certains retours. Oui, Davitashvili en particulier. Davitashvili, je vous l'avais dit, qui serait opérationnel. Après, il était bien géré, donc il a démarré sur le banc, c'est bien, et puis quand il est rentré, on a tout de suite vu la différence. Davitashvili qui a été élu hier meilleur joueur de Ligue 2. Et puis aujourd'hui, il y a eu retour à l'entraînement, mais de manière individuelle, des joueurs qui sont sortis sur blessure, donc le cardinal Dufus, et puis également Pedro, qui n'était pas dans le groupe la dernière fois. Donc si on pouvait revoir ces 3 joueurs-là à l'œuvre, évidemment, vendredi, ça changerait la donne. Et après, on passe là. Je sais pas si ça... Moi, je suis pas trop d'avis d'anticiper. Pourquoi ? On aura notre émission la semaine prochaine. D'accord. Non ? Okay. Oui, on regarde. On rappelle quand même que, a priori, si on passe vendredi, donc on jouera jeudi prochain à Geoffroy Guichard. À 20h45 avant de se déplacer le dimanche 24. Sauf, pour l'instant, c'est pas le cas, hein, puisque pour l'instant, on rappelle que c'est Nice qui est désormais barragiste, auquel cas les barrages seraient décalés d'une semaine. Mais bon, il y a quand même grande chance que ce soit plutôt, je pense, la JOCR qui a un déplacement périlleux à Lille, tandis que Nice va recevoir Metz, qui est déjà relégué en division inférieure, sachant qu'il y a encore le Havre également qui pourrait être dans le coup, qui a 1 point d'avance sur la GIA et le GCN. Mais bon, voilà, on va attendre la dernière journée de championnat de Ligue 1 dimanche avant de se prononcer. Mais si c'est Nice, donc c'est déclaré d'une semaine. Si c'est la JOCR, on jouera dès jeudi prochain à Geoffroy Guichard le barrage aller. Alors de toute façon, si on veut réussir, il faudra trouver des ressorts supplémentaires pour Montagnier. Et justement, je voulais juste terminer par ça. Quel ressort reste-t-il à Montagnier pour trouver un supplément d'âme, parce qu'il en faudra un pour réussir cette campagne de play-off et de barrage. Quel ressort ? C'est un match de coupe, hein. Donc, je pense que les leviers sont un petit peu différents, même si on arrive en fin de saison, on est moussé. Il y a quand même forcément la volonté de retrouver les lignes, donc tout donner, même si on est diminué par les blessures, même si le niveau n'est pas forcément le même, et qu'on va affronter une équipe
qui certes s'apprête à descendre, mais qui est quand même assez costaud, que ce soit Nice ou que ce soit Auxerre. Donc quel levier, je ne sais pas, ceux qui vont être activés par Montagnier, mais en tout cas, voilà, c'est un match tellement à part que après c'est le match retour aussi à l'extérieur qui va poser problème, hein, certainement. Donc il faut qu'on fasse la différence à l'aller. Donc c'est pas simple. Et s'entraîner au penalty, au tir au but. Parce que, comme tu l'as dit, c'est un match de coupe, il y a les prolongations et il y a aussi les tirs au but. Par contre, ce vendredi, il n'y aura pas de prolongation. Oui. Pour le play-off, pas de prolongation. Oui. Prolongation, par contre, pour les barrages. Dimanche C'est après. pour les... Donc, jeudi, pas de prolongation, ça peut être les tirs au but. Vendredi. Ouais. Vendredi. Et si par bonheur on passe, on en parlera après. Puis on a un gardien qui est spécialiste des tirs au but, s'il est reconduit. C'est Maubleu. Exactement. Donc ça confirme ce que moi je suis assez d'accord pour Maubleu. Je pense qu'on est tous d'accord. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Coup de cœur bien sûr pour les anciens Verts qui durant une semaine ont multiplié les réceptions et manifestations en tout genre, conférences et séances de dédicaces, et ont été célébrés comme il se doit samedi soir au stade Geoffroy-Guichard dont ils ont fait un chaudron. Il y a 50 ans, jour pour jour, la SS disputait à London Park de Glasgow la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, apogée d'une épopée démarrée face à Split et achevée à Liverpool, ayant fédéré le pays tout entier. Gratitude éternelle aux Verts de 76 qui ont incarné à merveille les valeurs stéphanoises et écrit à l'encre indélébile l'une des plus belles pages du football français. Ouais, je rajoute que ce qui m'a marqué sur ce moment-là, c'est Jean-Michel Larquet qui, bizarrement, est jaloux de l'engouement et du stade. Alors c'est vrai que les années ça date pas d'hier, donc forcément les structures ont changé, mais le fait qu'il soit jaloux de l'engouement populaire, ça en dit long quand même, et ça montre que la petite graine qu'ils ont semée il y a 50 ans, elle a germé et elle a énormément bien pris. Et ce serait dommage qu'elle petit à petit qu'elle s'étiole. Et puis deuxième chose, Stassin, trois passes décisives et un but, et si c'était lui le ressort qui va permettre aux Verts de passer le cap de ces barrages, peut-être. Mes coups de cœur, oui, cet hommage des anciens de 76 et surtout la ville qui a joué son rôle aussi, la ville de Saint-Étienne avec des fontaines, avec l'eau toute verte. Donc il y avait des animations dans le centre-ville de Saint-Étienne, donc bravo à la municipalité. Moi, mon plus gros coup de cœur, c'est la victoire des U15 de l'USSL qui, dans le derby, ont étriqué Monistrol 6-0 et il monte au niveau supérieur en Régional 2, donc bravo aux petits jeunes de l'USSL. Et je te rejoins, Olivier. Stassin et Bernauer ont fait un très bon match, je trouve, ce samedi face à Amiens. Et Stassin, je trouve qu'il a vraiment été énorme. Il a été récompensé par le 4e but. Et en parlant de but, le but de Daisen Maeda, c'est le joueur japonais du Celtic qui a mis pour le derby face au Glasgow Rangers, le Hall Farm, un but magnifique avec un retourné. Je sais pas si tu l'as vu, Olivier. Non, pas but. du tout. Ah, je vous conseille lors d'un derby un but sur retourné. Donc bravo au vert et blanc, au Celtic, qui va jouer donc le titre lors du prochain match face au leader, il me semble. On enchaîne avec les coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. J'ai oublié de parler du Barça. Alors, coup de tête pour la non-montée directe des Verts en Ligue 1 malgré un budget XXL, pour la relégation des féminines dans les ultimes secondes du temps additionnel. Lors du dernier match face à Fleury, j'y étais, le scénario est cruel, mais bon, l'issue semblait inéluctable avec seulement 3 victoires en 22 journées, il fallait pas s'attendre à autre chose. Et puis pour les U19 et U17, tous deux défaits par Nice et qui terminent leur championnat respectivement 8e sur 14 et 10e sur 13, c'est vraiment pas glorieux. De mon côté, des images d'horreur qui nous viennent de République tchèque à Prague, où lors du derby entre le Slavia et le Spartak, eh bien on a vu carrément des scènes de guerre avec des fumigènes et une attaque en règle de la tribune adverse. Franchement, les images font froid dans le dos. Ok, concernant mes coups de tête, moi c'est la réalisation, la retransmission de la demi-finale de Ligue des Champions.
C'était Bayern contre PSG. J'ai trouvé ça mais indécent à ce niveau-là de présenter une telle réalisation. Il y avait des gros plans alors que le ballon était en jeu. Il y avait un décalage à chaque fois. Je trouvais que ça faisait très amateur et pour un niveau comme ça, c'est relativement triste. Et puis la décision aussi du match de Bastia-Le Mans, je comprends pas. C'est la 91e minute de jeu. Pourquoi l'arbitre central n'a pas simplement clôturer la rencontre, hein. Je crois que ça va se décider demain, mais voilà, Bastia il mène 2-0 à la 91e, pourquoi il siffle pas à la fin, surtout que c'est du temps additionnel. Le Mans. Le Mans, voilà. Ah oui, tout à fait, puis ça prive les Manceaux de la la fête. Bah, je trouve ça mais complètement débile. Comme quoi, je trouve que c'est très français ce genre de choses. Enfin voilà, on se retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs, pour revenir donc ce match de play-off. Vendredi 20h30, Geoffroy Guichard. Est-ce que vous avez votre place? Je crois qu'il en reste encore. J'y suis allé il y a 2 heures. Il y avait encore quelques places. Soit Rodez, soit Red Star. On verra bien. Mais quoi qu'il en soit, il faut gagner pour espérer d'accrocher la double confrontation face à une équipe de Ligue 1. Sur ce, allez les Verts! Eh oui. Et cette fois-ci, on n'aura que les Verts à supporter et pas d'autres clubs. C'est déjà pas mal. On va s'occuper de d'autres clubs. Tu vas pas dire Forza Bastia cette fois? Non, ni Forza Auxerre, rien du tout. Bonne semaine les Verts.